C'était un vendredi soir glacial de mars 1993, dans la petite ville de Carpentras, nichée au cœur de la Provence. Comme à chaque fin de trimestre, le théâtre municipal ouvrait ses portes aux familles et aux habitants venus assister à la traditionnelle pièce scolaire, cette fois une adaptation audacieuse de Roméo et Juliette, montée par les élèves du lycée Jean Moulin. La salle, modeste mais chaleureuse, était comble. Des rires et des conversations excitées remplissaient l'air, tandis que les lumières s'éteignaient lentement, plongeant le public dans le silence expectant qui précède chaque représentation. Parmi les jeunes acteurs se trouvait Camille Bérard, une adolescente de 16 ans à la chevelure brune et au regard doux, connue dans son entourage pour sa discrétion et son amour profond pour les arts de la scène. Depuis plusieurs semaines, elle se préparait intensément pour ce rôle de Juliette, qu'elle considérait comme une opportunité unique de briller enfin, elle qui d'ordinaire restait en retrait. Quelques minutes avant de monter sur scène, elle confia à sa meilleure amie, Léa, qu'elle ressentait un étrange malaise, une sorte de tension inhabituelle. « Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose ce soir », murmura-t-elle, ajustant sa robe blanche en satin synthétique sous le miroir de la loge. Léa, pensant à une poussée de trac, tenta de la rassurer d'un sourire, ignorant que ce seraient les derniers mots qu'elle entendrait de Camille. La représentation commença avec éclat. Camille se montra brillante, émouvante, captivant l'attention de toute la salle. Mais au moment des salutations finales, lorsque tous les acteurs vinrent saluer main dans la main, le rideau se leva sur un groupe incomplet. Camille ne figurait plus parmi eux. D'abord, on crut à une erreur, un oubli, peut-être une chute dans les coulisses. Les professeurs commencèrent à la chercher. On inspecta les toilettes, les loges, les couloirs, les sorties de secours. Rien. Son manteau pendait encore à son crochet. Son sac à main reposait intact sur une chaise, avec son portefeuille, son agenda scolaire et une petite figurine de théâtre en bois qu'elle gardait toujours avec elle. Aucune trace de fuite, aucune lettre. Elle s'était volatilisée. Très vite, la tension monta. Les rires laissèrent place au silence, puis à l'angoisse. À 23h42, la police locale fut prévenue. L'inspecteur Gérard Lemaître arriva sur place, prenant immédiatement la mesure de la situation. Dès le lendemain matin, un avis de recherche fut diffusé sur les radios régionales. Affiches, battues, interrogatoires, tout fut mis en œuvre. Mais rien n'émergea. Aucun témoin ne se souvenait de l'avoir vu quitter le bâtiment. Les caméras du théâtre, inactives ce soir-là à cause d'un disjoncteur grillé, n'enregistrèrent rien. Ce soir-là, Camille Bérard devint une énigme, une disparition sans cri, sans témoin, sans explication. Les jours suivants, la disparition de Camille furent marquées par une frénésie collective, mêlée d'angoisse, de confusion et de colère. La petite ville de Carpentras, habituellement paisible, se transforma en un théâtre d'investigation, où chaque coin de rue, chaque terrain vague, chaque bâtiment abandonné fut scruté, fouillé, retourné. Des bénévoles, des parents d'élèves, des policiers, même des équipes venues d'Avignon ou de Marseille participèrent aux recherches. L'inspecteur Lemaître, qui dirigeait l'enquête, déclara à la presse locale « Cette affaire n'a rien d'ordinaire. Il ne s'agit pas d'une fugue. Camille a disparu dans un lieu clos, sans que personne ne la voie partir. » On interrogea les enseignants, les élèves, le personnel technique, les familles présentes dans le public. Personne n'avait vu Camille après l'entracte, même si certains affirmèrent avoir entendu un bruit étrange dans les coulisses, un bruit sourd, suivi d'un cliquetis métallique. Ces témoignages, cependant, étaient flous, fragmentés, influencés par la panique collective qui s'était installée. Très vite, des rumeurs commencèrent à circuler. On parla d'un admirateur secret, d'un professeur au comportement ambigu, voire d'une secte locale qui recruterait de jeunes filles sensibles. Ces hypothèses, non fondées, alimentèrent les fantasmes, mais n'aidèrent en rien l'enquête. Les semaines passèrent. Les affiches avec le visage de Camille, une photo en noir et blanc où elle souriait timidement, les cheveux tirés en arrière, furent placardées dans toute la région.
Les gendarmes reçurent des dizaines d'appels, la plupart n'ayant aucun lien réel avec la disparition. Une piste en particulier attira l'attention. Un homme âgé déclara avoir vu une jeune fille courir, seule, dans un champ à la sortie de la ville, le soir de la représentation. Mais malgré les recherches dans cette zone, aucun indice tangible ne fut trouvé. Les mois passèrent. L'année scolaire se termina dans un climat lourd et silencieux. À la rentrée suivante, une nouvelle élève prit la place de Camille dans la troupe de théâtre. Mais l'ambiance n'était plus la même. Le rideau restait tiré plus souvent qu'il ne se levait. Dans les couloirs du lycée Jean Moulin, certains disaient que la loge de Camille restait froide, même en plein été, qu'on y entendait des murmures quand elle était vide. Superstition? Peut-être. Mais une chose était certaine. La disparition de Camille avait laissé une cicatrice. Et pendant les 10 années suivantes, personne ne parla plus de théâtre sans penser à elle. 10 années s'écoulèrent. 10 longues années pendant lesquelles le nom de Camille Bérard devint presque tabou à Carpentras. Certains habitants préféraient éviter le sujet. D'autres affirmaient qu'il ne servait à rien de remuer le passé. Mais pour quelques-uns, notamment ses parents, l'enquête ne s'était jamais vraiment arrêtée. Claire et Philippe Bérard n'avaient jamais déménagé, espérant toujours voir leur fille franchir un jour le seuil de leur maison, comme si rien ne s'était passé. Chaque année, à la date de sa disparition, ils déposaient une rose blanche sur le perron du théâtre municipal. Mais personne, ni eux ni les autorités, ne s'attendait à ce que, 10 ans plus tard, un événement vienne raviver le mystère avec une intensité déconcertante. En mai 2003, le théâtre Jean Moulin, qui était resté partiellement fermé depuis une série de rénovations, fut rouvert au public pour accueillir une nouvelle troupe amateur. Avant cela, une inspection complète du bâtiment fut ordonnée, menée par un jeune régisseur nommé Lucas Delaunay. Lorsqu'il pénétra dans la loge numéro 3, celle qui avait appartenu à Camille, il remarqua d'abord une forte odeur d'humidité et un silence pesant, comme si la pièce n'avait pas été habitée depuis des décennies. La peinture écaillée, le miroir terni et la poussière accumulée donnaient à l'endroit une allure figée dans le temps. Mais ce ne fut que lorsqu'il déplaça une vieille armoire métallique pour accéder à une prise électrique murale que tout bascula. Derrière le meuble, scellé dans un renfoncement du mur, se trouvait une petite trappe de bois peinte en noir, invisible à l'œil nu. Intrigué, Lucas l'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit une boîte en fer rouillé, recouverte d'un tissu rouge fané. Tremblant, il l'ouvrit. Ce qu'il vit bouleversa l'enquête tout entière. Un bracelet en perles roses, un carnet de notes partiellement déchiré, un vieux rouge à lèvres et surtout, une photo. Une photo de Camille, visiblement prise en coulisses, le soir même de la pièce. Elle y apparaissait maquillée, mais le regard inquiet, comme si elle fixait quelque chose, ou quelqu'un, derrière l'objectif. Au dos, griffonné à la main. Je crois qu'il sait que je l'ai vu. Cette trouvaille fut immédiatement transmise à la police. Le théâtre fut bouclé. L'affaire Bérard, depuis longtemps classée sans suite, fut rouverte. Et cette fois, l'attention médiatique fut immédiate. Les journaux titrèrent « Camille Bérard, un indice retrouvé 10 ans après sa disparition ». Mais ce n'était que le début, car le carnet, en apparence incomplet, contenait des fragments de phrases qui, une fois rassemblés, semblaient former un récit caché. Une confession restée enfermée pendant une décennie, à quelques mètres de la scène où tout avait commencé. Le carnet retrouvé dans la loge numéro 3 devint rapidement l'objet de toutes les attentions. Rédigé d'une écriture fine et légèrement tremblante, il semblait avoir été entamé quelques semaines avant la disparition de Camille. Certaines pages avaient été arrachées, d'autres gribouillées de manière désespérée, comme si l'autrice avait été à la fois pressée et effrayée. L'analyse graphologique confirma rapidement que l'écriture appartenait bien à Camille Bérard. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer le fil de ses pensées, ligne après ligne, morceau après morceau. Dès les premières pages, un nom revenait à plusieurs reprises. M. Aucune autre information n'était donnée, si ce n'est des allusions récurrentes à un professeur de théâtre, récemment embauché cette année-là, dont le comportement semblait, selon Camille,
étrange et glissant. Elle écrivait « Monsieur m'observe quand les autres ont le dos tourné. Il me parle en dehors des répétitions. Il me dit que j'ai quelque chose de spécial, mais je n'aime pas sa façon de sourire. » À mesure que les pages avançaient, le ton devenait plus grave. Camille évoquait des bruits dans les coulisses après les répétitions, des objets déplacés dans sa loge, une sensation persistante d'être suivie. Dans une note datée de 3 jours avant la représentation fatale, elle écrivait « Je vais lui dire que je ne veux plus faire la pièce. Je n'ai plus confiance. Mais j'ai peur qu'il se fâche, qu'il fasse quelque chose. » Les enquêteurs se penchèrent immédiatement sur l'identité de ce M. Après avoir consulté les anciens registres du lycée, ils retrouvèrent la trace d'un certain Marc Delorme, professeur remplaçant de théâtre engagé au début de l'année scolaire 1992-1993. Ce dernier avait quitté l'établissement peu après la disparition de Camille, invoquant un choc émotionnel et une incompatibilité avec l'environnement scolaire. Il n'avait jamais été officiellement interrogé à l'époque. Plus inquiétant encore, son nom n'apparaissait plus dans les fichiers administratifs actuels, comme s'il avait effacé ses traces. Le carnet, pourtant, semblait indiquer que Camille avait découvert quelque chose de compromettant. Un passage, partiellement illisible à cause de l'humidité, laissait entrevoir ceci. « Il a des clés. Il entre quand tout le monde est parti. Il garde quelque chose dans la cave technique. » Ce détail fit frémir les enquêteurs. Une cave technique ? Le théâtre possédait-il un espace souterrain ? À l'époque, personne n'avait mentionné l'existence d'un tel lieu. Une inspection détaillée fut lancée. Et ce qu'ils allaient y découvrir allait plonger l'affaire Bérard dans une toute nouvelle dimension, plus sombre que tout ce que la ville avait imaginé depuis 10 ans. Le lendemain de la découverte du carnet, une équipe de techniciens et d'agents de la police judiciaire fut envoyée au théâtre Jean Moulin avec pour mission de vérifier l'existence d'une éventuelle cave technique mentionnée dans les écrits de Camille. Le bâtiment, construit dans les années 1930, avait subi plusieurs rénovations au fil des décennies, mais aucune archive ne mentionnait officiellement de sous-sol accessible. Pourtant, les plus anciens employés du théâtre, interrogés à nouveau, se souvenaient vaguement d'une trappe scellée dans le local de stockage, condamnée après un dégât des eaux dans les années 1970. Personne ne s'en était soucié depuis. Après quelques heures de recherche, les policiers découvrirent effectivement une dalle de béton légèrement surélevée, dissimulée sous une moquette usée à l'arrière du local technique. En la retirant, ils mirent au jour une vieille trappe en fer rouillé, fermée par un loquet ancien, mais non verrouillée. L'ouverture libéra une odeur rance de moisi et de bois humide. Armés de lampes torches, les enquêteurs descendirent prudemment un escalier étroit, creusé à même la pierre. Ce qu'ils trouvèrent au fond les laissa sans voix. Une pièce souterraine de petite taille, entièrement vide, sauf pour une chaise en bois au centre, un vieux rideau noir suspendu à un rail métallique et une boîte en carton posée dans un coin. L'atmosphère y était étouffante. Les murs, suintants, étaient recouverts de graffitis et de phrases incompréhensibles, comme griffonnés dans l'urgence. L'un des murs portait une inscription inquiétante. « Ce que vous cherchez ne veut pas être trouvé ». La boîte contenait plusieurs objets, un masque de théâtre brisé, des feuilles de script annotées à la main, une lampe torche sans pile et, plus glaçant encore, une paire de ballerines blanches, identiques à celles que Camille portait lors de la représentation de 1993. Les enquêteurs photographièrent chaque recoin, chaque détail. Des échantillons furent prélevés. Le silence pesant de cette salle secrète semblait raconter une histoire que personne n'avait osé entendre jusque-là. L'analyse des objets révéla la présence d'empreintes appartenant à Camille, mais aussi à une autre personne non identifiée. La découverte fut immédiatement transmise au parquet d'Avignon. La presse se déchaîna. Les journaux titrèrent « Une salle cachée sous le théâtre, le mystère Bérard relancé ». Mais ce n'était pas tout. Une vidéo fut retrouvée, enroulée dans un vieux rouleau de tissu au fond de la boîte. Une cassette VHS. Sur son étiquette, à peine lisible, 3 mots manuscrits. Répétition finale, 93.
La bande fut transférée dans un laboratoire spécialisé à Paris. Le contenu allait faire trembler bien au-delà de Carpentras. La cassette VHS, datée et poussiéreuse, fut acheminée en toute urgence vers le service d'archives audiovisuelles de la police scientifique de Paris. Dans une salle isolée, équipée de matériel de lecture adapté aux bandes anciennes, les experts insérèrent la cassette intitulée « Répétition finale, 93 ». La bande débuta par des images tremblantes et granuleuses de la scène du théâtre Jean Moulin, captée depuis l'arrière des coulisses. La qualité était médiocre, typique des caméras amateurs de l'époque, mais suffisamment claire pour identifier les visages. On y voyait Camille en costume, répétant ses répliques avec une intensité touchante. Autour d'elle, d'autres élèves s'agitaient, certains riant, d'autres ajustant leur tenue. Rien de suspect au départ. Mais à mesure que la bande avançait, l'ambiance changeait. À la 24e minute, la caméra tremblait légèrement, comme si elle avait été déplacée volontairement vers un angle plus discret. Camille, désormais seule sur scène, répétait une scène de monologue, tandis qu'une silhouette apparaissait en arrière-plan, dans l'ombre. Un homme, grand, vêtu d'un long manteau noir, le visage flouté par l'obscurité. Il ne disait rien. Il restait immobile, observant. Camille s'arrêta de parler, visiblement troublée, puis reprit son texte en regardant ailleurs. À la 27e minute, la bande coupa brutalement sur une séquence filmée dans une loge, manifestement la sienne. L'angle était étrange, comme si la caméra avait été dissimulée derrière un miroir ou un meuble. On entendait une respiration saccadée, des bruits de pas, puis une voix masculine murmurait « Elle le sait, il faut agir ce soir ». Le reste était inaudible. La vidéo se termina avec une image fixe. Celle de la loge vide, les lumières éteintes, la porte entrebâillée. Aucun doute possible. Quelqu'un avait enregistré Camille à son insu. Pire encore, il planifiait quelque chose. Les enquêteurs envoyèrent immédiatement une alerte Interpol pour tenter de retracer l'homme figurant dans la vidéo. Une analyse du son et des ombres permit d'estimer sa taille, sa corpulence et même un tic vocal présent dans la brève séquence chuchotée. En parallèle, le nom de Marc Delorme ressurgit. Grâce à de nouvelles bases de données, les policiers parvinrent à localiser un individu vivant sous une fausse identité à Narbonne, dans le sud-ouest de la France. Il avait changé de nom, de métier, et vivait seul, loin de tout. Lorsqu'ils débarquèrent chez lui, il tenta de fuir. Arrêté après une brève poursuite, il fut placé en garde à vue. Dans son appartement, les autorités découvrirent une pièce fermée à clé, contenant des dizaines de photos anciennes, des extraits de journaux scolaires, des carnets de notes et surtout, une robe blanche en satin synthétique soigneusement emballée dans du plastique. L'analyse ADN n'allait laisser aucun doute. L'affaire Camille Bérard prenait une tournure aussi dramatique que terrifiante. Mais il restait encore une dernière vérité à découvrir, celle que l'homme gardait en silence depuis une décennie. L'interrogatoire de Marc Delorme fut mené avec précaution, dans une salle sécurisée du commissariat central de Narbonne. L'homme, désormais âgé de 52 ans, était méconnaissable par rapport aux rares photos d'archives disponibles. Mince, les traits creusés, le regard fuyant, il semblait à la fois nerveux et résigné. Pendant les premières heures, il nia toute implication dans la disparition de Camille Bérard, affirmant ne pas se souvenir de cette époque. Mais face aux éléments accablants, la robe retrouvée, la vidéo de la répétition, les objets personnels de la jeune fille dans son appartement, il céda, lentement, par morceaux. Ce qu'il révéla glaça le sang des enquêteurs. Delorme avoua avoir développé une obsession malsaine pour Camille dès les premières semaines de répétition. Il se disait fasciné par sa lumière, son talent, sa pureté. Selon lui, Camille avait compris très tôt que quelque chose clochait chez lui, qu'il l'observait trop, qu'il rôdait autour de sa loge après les répétitions. Le soir de la pièce, lorsqu'elle lui fit part de son intention de signaler son comportement au proviseur, il paniqua. Il la suivit dans les coulisses, la confronta violemment dans sa loge. Elle cria, il ferma la porte.
Et puis, il affirma que tout était allé trop vite. Il prétendit ne pas avoir voulu lui faire de mal, mais son récit resta flou, changeant, troublé. Pressé de dire ce qu'il avait fait du corps, il répondit dans un souffle : « Je ne l'ai jamais quittée. Elle est restée là tout ce temps. » Le silence qui suivit cette déclaration fut insoutenable. Les policiers comprirent qu'il parlait de la cave technique. Mais malgré des fouilles intensives, aucune trace humaine n'y fut retrouvée. Pas de corps, pas d'ossements, rien de plus que ce qui avait déjà été découvert. Delorme maintint que Camille était morte accidentellement et qu'il l'avait placée quelque part où personne ne la trouverait jamais. Mais son comportement, ses hésitations et surtout son obsession morbide pour la pièce de théâtre laissèrent penser à quelque chose de plus calculé. L'homme fut inculpé pour enlèvement, séquestration et homicide involontaire. Le procès s'annonçait complexe, d'autant que l'absence de corps affaiblissait les charges les plus lourdes. Pourtant, l'opinion publique réclamait justice. Camille Bérard, disparue à l'âge de 16 ans, devenait un symbole national, une victime dont la voix avait enfin traversé le silence grâce à des preuves oubliées, dissimulées, presque effacées par le temps. Les chaînes de télévision nationales reprirent l'affaire. Les parents de Camille, bouleversés mais dignes, remercièrent publiquement le régisseur qui avait découvert le carnet, ainsi que les enquêteurs qui avaient rouvert le dossier, malgré le scepticisme. Mais au fond d'eux, une question les hantait toujours. Si Delorme disait la vérité, où était Camille ? Le procès de Marc Delorme s'ouvrit en octobre 2004, sous une attention médiatique considérable. La salle d'audience du tribunal d'Avignon fut remplie de journalistes, de familles endeuillées, d'anciens camarades de classe de Camille et d'habitants de Carpentras venus chercher des réponses. Pendant plus de 2 semaines, les débats furent intenses. Les avocats de la défense plaidèrent la fragilité psychologique de Delorme, évoquant des antécédents familiaux troubles, une enfance instable et des troubles de la personnalité non diagnostiqués à l'époque. Mais le ministère public dressa le portrait d'un homme manipulateur, calculateur, capable de planifier un crime avec soin, puis de dissimuler toutes les preuves pendant une décennie. Les preuves matérielles, bien que partielles, furent présentées une à une. La vidéo, la robe, les objets dans la loge, les extraits du carnet. Le témoignage des parents de Camille bouleversa l'auditoire. Claire Bérard, la mère de Camille, raconta à la barre comment elle avait conservé la chambre de sa fille intacte pendant 10 ans et comment elle se réveillait encore la nuit en entendant sa voix. Philippe, le père, déclara simplement : « Je ne veux pas de vengeance. Je veux savoir où elle est. Je veux pouvoir lui dire au revoir. » Mais Delorme, lors de sa déclaration finale, refusa de révéler l'endroit exact où se trouvait le corps de Camille. Il répéta froidement : « Elle est dans le théâtre, mais vous ne la trouverez jamais. » Cette phrase glaça l'assistance. Certains y virent une provocation, d'autres un indice réel. Après des heures de délibération, le jury rendit son verdict : coupable. Delorme fut condamné à 30 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération avant 20 ans. Mais la sentence, bien que juste aux yeux de la loi, ne suffisit pas à apaiser la douleur de ceux qui avaient aimé Camille. Le théâtre Jean Moulin fut de nouveau fermé, cette fois de manière définitive. Des travaux de démolition furent envisagés, mais avant cela, une dernière inspection complète du bâtiment fut ordonnée par la justice. Pendant plusieurs semaines, chaque mur, chaque planche, chaque conduit fut examiné. C'est alors, dans une cavité étroite derrière l'estrade principale de la scène, que les ouvriers découvrirent un espace muré, dissimulé derrière une fausse cloison en plâtre. À l'intérieur, reposait une caisse en bois recouverte d'un drap poussiéreux. Et dans cette caisse, un squelette partiellement momifié, encore vêtu d'une robe blanche en satin synthétique. L'ADN confirma ce que tout le monde redoutait et espérait à la fois. Il s'agissait bien de Camille. Enfin, après 11 ans d'attente, elle avait été retrouvée. Et le théâtre, silencieux depuis trop longtemps, résonna une dernière fois. Non pas de cris ou d'applaudissements, mais d'un deuil partagé. La découverte du corps de Camille Bérard, 11 ans après sa disparition,
provoqua une onde de choc à travers toute la France. Les médias nationaux couvrirent la nouvelle pendant des semaines, retraçant toute l'affaire, de la nuit tragique de mars 1993 jusqu'aux révélations glaçantes du procès. Pour la famille Bérard, c'était la fin d'un cauchemar sans fin, mais aussi le début d'un deuil véritable. Un enterrement fut organisé dans le cimetière municipal de Carpentras, et des centaines de personnes y assistèrent, proches, anciens élèves, enseignants, et même des inconnus émus par le destin brisé de cette adolescente passionnée de théâtre. Sur sa tombe, ses parents firent graver une phrase qu'elle avait écrite dans l'un de ses carnets retrouvés. « Même dans l'ombre, je continuerai de jouer ». Le théâtre Jean Moulin, quant à lui, fut définitivement condamné, muré et laissé à l'abandon. Des groupes de citoyens plaidèrent pour qu'il soit démoli et transformé en espace de mémoire, un lieu de recueillement et d'hommage. Mais les autorités locales hésitaient, prises entre la volonté de tourner la page et la crainte de raviver une douleur encore fraîche. Des années plus tard, le bâtiment restait toujours debout, vide, chargé de silence. Il devint une sorte de mythe urbain pour les adolescents de la ville, certains affirmant y entendre des pas, d'autres prétendant y voir une silhouette blanche près de la scène. Des graffitis apparurent sur ses murs extérieurs. Justice pour Camille. On n'oublie pas. Elle brillait trop fort pour ce monde. En parallèle, l'affaire Bérard poussa à une réforme nationale sur les protocoles de signalement dans les établissements scolaires. Des formations obligatoires furent instaurées pour détecter les comportements suspects, et une ligne directe fut ouverte pour les élèves souhaitant signaler des abus. La mémoire de Camille contribua à sauver d'autres vies. Mais même avec ces avancées, une question persistait dans l'esprit des enquêteurs, des journalistes et de certains proches. Delorme avait-il vraiment agi seul? Certains détails du dossier laissaient planer le doute. Des incohérences dans les horaires, des témoins silencieux, des documents manquants dans les archives du lycée. Un ancien concierge affirma avoir vu un autre homme entrer dans le théâtre ce soir-là, mais ne jamais avoir été interrogé à l'époque. Et surtout, pourquoi la loge de Camille était-elle restée intacte pendant toutes ces années, comme si personne n'avait osé y pénétrer? Était-ce par respect ou par crainte? La vérité judiciaire avait été rendue. Mais pour beaucoup, le mystère Camille Bérard gardait encore des zones d'ombre. Car dans cette histoire, les murs avaient parlé, mais tous les échos n'avaient peut-être pas encore été entendus. 10 ans après la réouverture de l'enquête, et plus de 20 ans après la disparition de Camille Bérard, une plaque commémorative fut apposée discrètement sur l'un des murs extérieurs du théâtre Jean Moulin. Elle portait simplement ces mots: « À la mémoire de Camille Bérard, disparue ici, mais jamais oubliée ». Autour, des bouquets séchés, des photos plastifiées et de petites bougies posées par des anonymes rappelaient que cette tragédie avait touché bien au-delà des frontières de Carpentras. Chaque année, à la date de sa disparition, un petit rassemblement s'organisait spontanément. D'anciens élèves de théâtre lisaient des extraits de pièces classiques en son honneur. Un groupe de lycéens créa même une pièce inspirée de son histoire, jouée dans d'autres villes sous le titre « La Loge oubliée ». Ce spectacle émouvant racontait l'histoire d'une jeune comédienne disparue, dont l'esprit continuait à hanter les coulisses d'un théâtre abandonné. Il fut présenté au Festival Off d'Avignon et reçu avec émotion par le public. Pourtant, malgré cet hommage collectif, certains proches de Camille restaient convaincus qu'une partie de la vérité n'avait jamais émergé. La journaliste Élise Montagnier, qui avait couvert toute l'affaire depuis sa réouverture, publia un livre en 2010 intitulé « Silence de coulisses », dans lequel elle explorait les pistes non résolues, des incohérences dans le témoignage de Delorme, la possible complicité d'un autre membre du personnel et le mutisme étrange de certains anciens professeurs. Le livre devint un best-seller et relança le débat. Une commission indépendante fut brièvement envisagée, mais abandonnée faute de preuves nouvelles. Le nom de Camille continua de vivre, non pas comme une simple victime, mais comme un symbole, celui de toutes ces jeunes filles oubliées, de tous ces signaux ignorés, de toutes ces portes fermées trop tôt. Dans les écoles de théâtre,
on évoque encore son histoire comme un avertissement silencieux. Jouez avec passion, oui, mais veillez les uns sur les autres, encore plus. Le théâtre Jean Moulin, désormais interdit d'accès, finit par être recouvert de lierre et d'oubli. Certains disent qu'il sera détruit un jour. D'autres pensent qu'il faut le laisser là, comme un témoin muet du passé. Car dans ce bâtiment aux murs épais, entre les planches craquantes de la scène et les loges endormies, demeure l'ombre d'une adolescente qui rêvait simplement de jouer. Et à chaque coup de vent qui traverse les allées vides, on pourrait presque entendre sa voix murmurer une dernière réplique. Non pas pour dire adieu, mais pour rappeler qu'elle était là, qu'elle avait existé, et que son histoire, aussi sombre soit-elle, méritait d'être entendue jusqu'au dernier acte.